Il y a parfois, en chacun de nous, un espace qui s'agite sans bruit. Un mouvement intérieur, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Tu le connais peut-être, ce besoin d'aimer à tout prix ou cette peur de trop aimer. Ce tiraillement entre vouloir se rapprocher et avoir envie de fuir. Et si ce n'était pas un défaut, ni un problème à résoudre? Et si c'était un langage ancien, profond, intime, celui de ton être qui tente de se faire entendre autrement. Pourquoi certains liens nous blessent-ils tant? D'où viennent ces élans qu'on ne contrôle pas? Peut-on vraiment guérir cette peur d'aimer ou d'être aimé? Cette vidéo n'est pas une méthode miracle. C'est un voyage. Un espace où l'on se retrouve, avec douceur, pour réécouter ce qui a toujours été là. En silence. Il y a des silences qui ne sont pas vides. Ils ne sont pas une absence de mots, ni un manque de bruit. Ce sont des espaces habités, traversés par des frissons imperceptibles, par des pensées sans mots et des émotions sans nom. Peut-être les as-tu déjà sentis, dans un regard trop long, dans une solitude choisie ou dans cette fatigue qui n'a rien de physique. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des signaux. Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses rapides, les évidences, les certitudes. Mais il y a des parts de nous qui n'ont pas besoin de solutions. Elles demandent simplement qu'on les écoute. C'est souvent là, dans ces zones d'inconfort, que se cache quelque chose de précieux, notre vérité. Une vérité fine, vibrante, fragile parfois, mais toujours vivante. Et pourtant, on l'évite. On la recouvre de distractions, de logique, de raisonnement. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle touche un endroit en nous que l'on ne comprend pas toujours. Et si c'était justement cet endroit qu'il fallait explorer? Sans but, sans attente, juste pour voir ce qui s'y trouve. Il n'y a pas de carte pour ce territoire-là. Il n'y a pas de GPS intérieur qui nous dit quoi faire ou comment le ressentir. Il n'y a que l'écoute. Une écoute sans filtre, sans commentaire, sans volonté de réparer. Juste être là. Et respirer. Tu pourrais te demander, mais à quoi ça sert? À quoi bon écouter ceux qui ne crient pas, ceux qui ne demandent rien? C'est une question juste. Mais pose-la autrement. Que se passerait-il si tu ne le faisais jamais? Si tu ne retournais jamais à cet endroit de toi où les choses ne sont pas encore claires, mais où elles sont profondément vraies? C'est dans ces silences que réside souvent le point de départ de tout changement. Pas un changement spectaculaire, mais un glissement subtil. Une prise de conscience, une détente dans le corps, un relâchement de cette tension que tu ne savais même pas que tu portais. C'est dans ces instants que l'on commence à se rencontrer vraiment. Nous avons été conditionnés à fuir ce vide, à le remplir, à le fuir, à le nier. Mais ce vide, ce n'est pas un ennemi. C'est un espace de rencontre, un sanctuaire. Et c'est là que commence la guérison. Pas par des affirmations, pas par des techniques, mais par une disposition intérieure. Un oui silencieux. Un consentement à être en présence de ce qui est là. Car ce qui est là n'est pas contre toi. Ce frisson, cette inquiétude, cette nostalgie, ce tiraillement, ce sont des langages. Des langages subtils d'une intelligence en toi qui tentent de te dire quelque chose. Peut-être que ce que tu ressens n'a pas besoin de solution, mais simplement de reconnaissance. Peut-être que ce qui s'agite en toi n'est pas une erreur, mais une mémoire. Une mémoire émotionnelle, sensorielle, peut-être ancienne. Un souvenir du corps, du cœur, de l'âme. Et reconnaître cela, c'est déjà libérateur. Ce n'est pas un processus linéaire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout décodé, tout guéri. Tu as juste besoin d'être là. De faire de la place. Comme on accueille un enfant qui revient à la maison, un peu perdu, un peu fatigué. On ne l'interroge pas immédiatement. On lui tend les bras. On le laisse respirer. Puis, quand il est prêt, il parle. C'est ça, l'écoute. C'est ce geste intérieur qui dit « Je suis là. Je ne te fuis pas. Je n'essaie pas de te corriger. Tu peux être là, comme tu es. » Et dans cette posture d'accueil naît un apaisement. Progressif. Durable. Profond. Et parfois, dans cet espace, une compréhension se pose. Sans effort. Une évidence tranquille. Pas intellectuelle, mais existentielle. Comme si quelque chose en toi reconnaissait enfin ce qu'il ressentait depuis toujours, mais n'avait jamais osé nommer. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est vrai. Tu peux commencer à sentir que tu n'as rien à prouver. Que tu n'as pas à gagner ton droit d'exister.
que tu n'es pas obligé d'être performant, clair, fort, tout le temps. Tu es juste là. Et ça suffit. C'est un retournement puissant. Un retour à soi. Non pas au moi construit, mais au soi vivant. Dans cette écoute naît une autre manière d'être en lien. Avec toi-même d'abord, puis avec les autres. Ce n'est plus une quête. C'est une rencontre. Et ce premier pas silencieux, imperceptible pour les autres, peut tout changer en toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines situations te font réagir avec une intensité qui semble démesurée? Pourquoi une remarque banale, un silence prolongé, un retard ou un regard détourné déclenchent en toi des vagues de tristesse, de colère ou d'angoisse? Ces réactions ne surgissent pas de nulle part. Elles viennent de loin, de très loin, de ces lieux intérieurs que l'on visite rarement mais qui dictent silencieusement une partie de notre vie. Ce n'est pas un défaut, c'est un message. Un message codé, transmis par ces parties de nous que l'on appelle parfois blessures émotionnelles, mais qui sont en réalité des mécanismes de survie. Elles ne sont pas là pour nous nuire. Elles se sont construites dans le passé pour nous protéger. À une époque où notre sensibilité était à vif, où notre compréhension du monde était encore floue, ces mécanismes sont devenus nos alliés. Imagine un enfant, petit, vulnérable, totalement dépendant des adultes autour de lui pour survivre, pour se sentir aimé, pour être vu. Si cet enfant a ressenti de l'indifférence, du rejet, de l'abandon ou même simplement une instabilité émotionnelle autour de lui, il a dû s'adapter. Il a dû développer des réflexes pour continuer à sentir qu'il avait le droit d'exister. Ces réflexes ne sont pas des choix conscients. Ce sont des intuitions profondes, des gestes de protection intérieure. Certains ont appris à se faire tout petits, à être sages, à ne pas déranger. D'autres ont compris que pour être vus, il fallait aider, être utile, performant. D'autres encore ont préféré couper le lien, s'éloigner, se réfugier dans l'imaginaire, le silence ou même la colère. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des traces. Des empreintes d'une époque où notre système émotionnel s'est organisé autour d'un seul objectif, être en sécurité. Et le plus fou, c'est que ces mécanismes, bien qu'anciens, continuent d'agir aujourd'hui. Même adultes. Même dans des relations d'apparence saine. Parce que le corps, le cœur, la mémoire émotionnelle n'ont pas de montre. Pour eux, le passé n'est pas si loin. Une situation qui ressemble, même vaguement, à une ancienne douleur peut réactiver tout le système. C'est pourquoi une dispute anodine peut faire remonter une peur panique d'être abandonné. C'est pourquoi un moment de distance avec un partenaire peut réveiller une vieille terreur de ne pas être aimé. Ce n'est pas toi, l'adulte, qui réagit ainsi. C'est une part plus jeune de toi, encore là, encore active. La clé ici, ce n'est pas de juger cette part, ni de vouloir s'en débarrasser. C'est de la reconnaître, de l'honorer. Elle t'a aidé. Elle a fait de son mieux. Elle t'a permis de traverser des moments où tu te sentais seul, incompris ou en insécurité. Et aujourd'hui, elle revient. Non pas pour gâcher ta vie ou saboter tes relations, mais pour être écoutée. Pour que tu puisses, cette fois, lui offrir ce qu'elle n'a jamais vraiment reçu, une présence stable, douce, adulte. Une main posée sur l'épaule, un regard qui dit « Je vois ce que tu portes » et tu n'es plus seul. Comprendre nos mécanismes, c'est comme allumer la lumière dans une pièce qu'on a toujours traversée dans le noir. Ce n'est pas forcément confortable au début, mais cela change tout, parce que tu cesses de te battre contre toi-même. Tu comprends que ce n'est pas ta personnalité qui est le problème. C'est une adaptation. Et comme toute adaptation, elle peut évoluer. Ce processus demande du temps, de la patience, et surtout de la tendresse envers soi. Il ne s'agit pas de tout analyser, ni de tout contrôler. Il s'agit de ressentir, de respirer avec ce qui est là, et parfois, juste de nommer. Dire « là, je sens une peur. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je l'accueille. » Rien que ça, déjà, est un acte de transformation. Tu n'es pas abîmé. Tu n'es pas cassé. Tu es humain. Et ton histoire a laissé des traces, oui. Mais ces traces peuvent devenir des chemins. Des chemins de connaissance de soi, de compréhension, d'amour profond. Pas un amour basé sur ce que tu fais ou ce que tu donnes, mais un amour fondé sur ta simple présence. Tu n'as rien à réparer. Tu as juste à apprendre à être là, avec toi-même. À retrouver ce lien avec ces parts oubliées, non pas pour les juger, mais pour les réintégrer.
C'est ainsi que les blessures anciennes cessent de dicter nos réactions. C'est ainsi qu'elles deviennent des ressources. Des portes d'entrée vers plus de conscience, de liberté et d'authenticité. Il ne parle pas fort. Il ne crie pas. Mais il est toujours là. En toi. Cet enfant intérieur, ce n'est pas un concept abstrait, ni une invention thérapeutique à la mode. C'est une réalité vivante, sensible, subtile. C'est cette part de toi qui se souvient. Pas avec des mots, mais avec le corps, avec le cœur. Il se souvient de ce qui a été reçu, mais surtout de ce qui a manqué. Tu l'as peut-être déjà entendu dans ces instants où tu te sens rejeté sans raison évidente, dans cette blessure qui s'ouvre quand on ne te répond pas, ou dans ce besoin impérieux d'être rassuré, aimé, validé. C'est lui. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Une demande douce, souvent cachée sous des couches d'habitude, de protection ou de performance. Cet enfant, à un moment de sa vie, a vécu un manque. Pas nécessairement un traumatisme spectaculaire, mais peut-être un regard absent, une présence instable, une affection conditionnelle ou des émotions non accueillies. Alors, il a tiré des conclusions. Il s'est dit « Je dois me faire aimer pour exister » ou « Je dois être fort, silencieux, pour ne pas déranger ». Et il a commencé à jouer un rôle. Pas pour manipuler, mais pour survivre. Et ce rôle, tu le joues peut-être encore aujourd'hui. Dans tes relations, dans ton travail, dans ton quotidien. Tu veux être parfait, irréprochable, toujours utile. Ou bien tu évites, tu fuis, tu crées de la distance. Ce n'est pas conscient. C'est une mémoire qui agit à ta place. Une loyauté invisible envers une ancienne douleur non reconnue. Mais l'enfant intérieur ne cherche pas qu'à être guéri. Il veut être rencontré, vu, écouté. Il veut savoir qu'il n'est plus seul. Que tu es là maintenant, adulte, capable de l'accueillir. De lui dire « Je te vois. Je comprends pourquoi tu ressens ça. Et je suis là, maintenant. » Ce lien avec ton enfant intérieur n'est pas à créer. Il existe déjà. Il a juste été oublié. Et pour le retrouver, il ne faut pas faire plus. Il faut faire moins. Moins de contrôle. Moins de justification. Moins de jugement. Juste ralentir. Se poser. Et écouter. Tu peux lui parler, si tu veux. En silence ou à voix haute. Tu peux lui écrire. Tu peux l'imaginer assis à côté de toi ou dans tes bras. Et tu n'as pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Ce qu'il attend, ce n'est pas une solution. C'est une présence. Stable. Constante. Sincère. Ce travail n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas d'avoir une grande révélation et que tout change d'un coup. C'est une relation qui se tisse. Une intimité nouvelle avec toi-même. Une reconnexion à ta vulnérabilité, mais aussi à ta sensibilité, ta créativité, ta joie simple. Car ton enfant intérieur n'est pas que souffrance. Il est aussi cette partie de toi qui sait s'émerveiller, qui aime rire pour rien, qui ressent tout avec intensité. Le lien avec lui n'est pas un détour. C'est un raccourci vers une vie plus entière. Parce que tant que cette part de toi reste ignorée, elle continue d'agir dans l'ombre. Elle colore tes relations, tes choix, tes réactions. Mais une fois reconnue, elle peut devenir une alliée précieuse. Elle peut t'apprendre à ralentir, à te respecter, à poser des limites sans culpabilité, à dire non sans te justifier. Et parfois, il suffit de peu. Un instant de silence. Une main sur ton cœur. Un souffle profond. Une parole douce. Je suis là. Cela suffit pour commencer à reconstruire un pont. Un pont entre ce que tu as été et ce que tu deviens. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une réintégration. Tu ne redeviens pas l'enfant. Tu deviens l'adulte qui sait prendre soin de lui. Et en faisant cela, tu changes le présent. Tu n'attends plus que l'extérieur te rassure, te sauve, te prouve ta valeur. Tu deviens ta propre source de sécurité, de tendresse, d'amour. Et c'est là que la magie opère. Car plus tu es en lien avec ton enfant intérieur, plus tu deviens disponible pour les autres. Pas pour les sauver, mais pour les rencontrer, vraiment. Sans projection, sans attente. Dans une authenticité rare. Cet enfant ne demande pas grand-chose. Juste que tu arrêtes de l'ignorer. Que tu oses le regarder, même si c'est inconfortable. Car derrière cet inconfort, il y a une source de puissance insoupçonnée. Une force tranquille, enracinée dans la tendresse.
Et c'est cela qui guérit. Pas la force, pas le contrôle, mais la présence, l'écoute, l'amour. Simple, profond, inconditionnel. Tu l'as sûrement déjà vécu. Un lien amoureux qui commence avec passion, intensité, fusion, puis soudain, quelque chose coince. L'un veut plus de proximité, l'autre prend de la distance. Et ce déséquilibre devient un champ de bataille silencieux. D'un côté, celui qui demande, s'accroche, a besoin d'être rassuré. De l'autre, celui qui se referme, fuit, a besoin d'espace pour respirer. Deux pôles opposés, souvent attirés comme des aimants, mais qui se blessent profondément. On appelle cela les styles d'attachement. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont des héritages émotionnels. Des schémas appris très tôt dans notre relation aux figures d'attachement de l'enfance, parents, éducateurs, proches. Quand l'amour était conditionnel, imprévisible ou instable, notre système nerveux a tiré des conclusions sur ce qu'il fallait faire pour être aimé. L'attachement anxieux apprend à se battre pour l'amour, à deviner, à s'adapter, à se rendre indispensable. Il ressent le moindre éloignement comme un danger. Il interprète le silence comme un abandon. Il vit l'amour avec intensité, mais aussi avec angoisse. L'attachement évitant, lui, a appris à se méfier de la dépendance. Il garde ses émotions à distance. Il a peur d'être envahi, contrôlé, piégé. Il valorise l'autonomie au point de parfois confondre protection et isolement. Mais ces deux profils ne sont pas des identités figées. Ce ne sont pas des étiquettes à coller. Ce sont des stratégies de survie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent évoluer. Pour cela, il faut d'abord comprendre que derrière chaque comportement, il y a une peur. L'anxieux ne colle pas parce qu'il est trop, mais parce qu'il a peur d'être abandonné. L'évitant ne fuit pas par méchanceté, mais parce qu'il a peur de perdre sa liberté, son intégrité. Et ce qu'il y a de beau, c'est que les deux veulent la même chose, au fond, être aimés. Mais ils ne parlent pas le même langage. L'un crie, l'autre se tait. Et au lieu de se comprendre, ils se jugent. C'est là que l'apaisement peut naître, non pas en modifiant l'autre, mais en tournant le regard vers soi. En se demandant, quelle blessure en moi est activée dans cette situation? Quel besoin ancien se rejoue ici? Est-ce un besoin de sécurité, de reconnaissance, de validation? Ou est-ce une peur de l'étouffement, de l'effondrement, de la perte? Quand on comprend cela, on arrête de se battre contre soi. On cesse de demander à l'autre de réparer ce que nous n'avons pas encore guéri en nous. Et on commence à apprivoiser ces élans, ces fermetures, non pas comme des ennemis, mais comme des messagers. Apprivoiser l'attachement, ce n'est pas corriger un style. C'est apprendre à créer un espace de sécurité intérieure. C'est pouvoir dire à la part de toi qui panique, « Je comprends que tu as peur, mais tu n'es plus seul. » C'est pouvoir dire à la part de toi qui fuit, « Tu as le droit d'avoir de l'espace, mais tu n'es plus obligé de fuir l'amour. » C'est un équilibre subtil entre autonomie et connexion, entre respect de soi et ouverture à l'autre. Et ça s'apprend, ça se cultive, par des petites actions quotidiennes, en posant des mots sur ce que tu ressens, en observant tes réactions sans te juger, en prenant le temps de respirer avant de répondre à un message, avant de tirer une conclusion, avant de te refermer ou de supplier. Ce chemin n'est pas confortable. Il demande du courage, celui de se regarder honnêtement, sans phare, de reconnaître ses schémas, d'oser faire différemment, d'oser poser des limites ou, au contraire, d'oser rester présent quand on aurait envie de partir. Mais il mène à quelque chose de précieux, des relations plus vraies, plus simples, plus stables. Des relations où chacun peut être lui-même, sans devoir se cacher ou se suradapter. Des relations où l'on peut se dire « j'ai peur, mais je reste » ou « j'ai besoin d'air, mais je ne fuis pas ». Et surtout, ce travail transforme la relation la plus fondamentale, celle que tu as avec toi-même. Car plus tu apprivoises ton attachement, plus tu deviens un espace sûr pour toi-même. Tu n'attends plus que quelqu'un d'autre te répare. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu es là, présent, ouvert, authentique. Et cette énergie-là, elle change tout. Elle change non seulement ce que tu vis, mais aussi ce que tu attires. Car l'attachement sécure, ce n'est pas un état parfait à atteindre. C'est un choix constant de rester avec toi-même, même quand c'est difficile. C'est une posture, une présence, une nouvelle manière d'aimer et d'être aimé.
Il y a en nous, souvent très tôt, ce réflexe presque instinctif, vouloir soulager la douleur de l'autre. Être là, comprendre, soutenir, réparer. On voit quelqu'un qu'on aime souffrir, et on se sent immédiatement happé par le besoin d'agir. C'est beau, humain, touchant. Mais parfois, derrière ce geste d'amour, se cache quelque chose de plus subtil. Un besoin ancien, inconscient. Celui de mériter l'amour à travers l'aide. D'exister à travers le rôle du sauveur. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas une erreur. C'est un mécanisme appris, souvent dans l'enfance. Peut-être que l'amour reçu à cette époque était conditionné. Sois sage, sois fort, sois utile. Peut-être as-tu compris que pour être vu, il fallait faire. Alors tu es devenu celui ou celle qui prend soin, qui comprend, qui porte. Celui qui se suradapte, qui devine les besoins des autres avant même qu'ils ne soient exprimés. Et parfois, cela fonctionne. Tu es apprécié, valorisé, nécessaire. Mais à quel prix? Tu t'oublies. Tu t'éteins. Tu portes des émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu restes dans des relations déséquilibrées, convaincu que ton amour pourra tout guérir. Mais aimer, ce n'est pas sauver. Et aider ne devrait jamais te faire disparaître. Le mythe du sauveur est puissant. Il donne une identité, une direction. Il comble un vide. Mais il épuise. Car dans cette posture, tu prends la responsabilité de ce qui ne t'appartient pas. Tu absorbes, tu compatis, tu prends en charge. Et à force, tu t'effaces. Tu crois offrir de l'amour, mais souvent, tu quémandes de la reconnaissance. Ce rôle peut sembler noble, mais il repose sur un déséquilibre. L'idée que l'autre est brisé, qu'il a besoin de toi pour aller mieux. C'est une dynamique subtile, mais piégeuse. Car elle te maintient dans une position de pouvoir déguisée en générosité. Et elle empêche l'autre de découvrir sa propre force, sa propre autonomie. Aider vraiment, ce n'est pas agir à la place de l'autre. Ce n'est pas combler ses manques, résoudre ses problèmes ou porter ses blessures. Aider vraiment, c'est être présent. C'est offrir un espace de sécurité, d'écoute, de confiance. Sans attente. Sans besoin de retour. C'est dire intérieurement « Je suis là, mais je ne vais pas te sauver. Je crois en toi, en ta capacité à traverser ce que tu vis. Et je me respecte suffisamment pour ne pas me sacrifier dans le processus. » Et ça, ce n'est pas évident. Parce qu'on croit que l'amour, c'est se donner entièrement. Que aimer, c'est faire passer l'autre en premier. Qu'un vrai lien implique un certain degré de sacrifice. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la confusion. Une confusion née d'anciennes blessures non reconnues qui nous pousse à chercher notre valeur dans l'utilité. Alors, on reste. Même quand c'est trop. On donne. Même quand on est vidé. On comprend. Même quand on n'est plus entendu. Et on se demande pourquoi l'autre ne change pas, ne guérit pas, ne revient pas. La vérité, c'est que chacun a son chemin. Son rythme. C'est le son. Et vouloir accélérer le processus de l'autre, c'est lui retirer une part de sa puissance. C'est lui voler l'opportunité de grandir par lui-même. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir froid, distant, indifférent. Cela signifie être présent sans se perdre. Être disponible sans s'oublier. Aimer sans se trahir. Et surtout, cela demande de regarder en face ce que ce rôle de sauveur nourrit en nous. Est-ce un besoin de contrôle, de validation, de sécurité? Est-ce une peur du vide, du rejet, de l'inutilité? En le reconnaissant, sans jugement, on commence à se libérer. Car tu n'es pas aimé pour ce que tu fais. Tu es aimable parce que tu es. Ta présence est suffisante. Ta lumière existe même si tu ne répares personne. Revenir à cela, c'est un soulagement. Un retour à soi. C'est poser les valises qu'on portait pour les autres depuis trop longtemps. C'est respirer. Retrouver son axe. Et, paradoxalement, c'est à ce moment-là que notre aide devient la plus puissante. Parce qu'elle n'est plus teintée de besoin. Elle est pure. Elle est libre. Tu peux aimer profondément quelqu'un sans te sacrifier. Tu peux être là sans absorber. Tu peux tendre la main sans t'oublier. Et tu peux aussi dire non. T'éloigner. Laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre, même si c'est dur à regarder. C'est cela, la maturité émotionnelle. C'est comprendre que chacun est responsable de son propre chemin. Et que le plus bel amour que tu puisses offrir, parfois, c'est de rester centré. Présent. Disponible. Mais entier.
Il y a des vagues dans nous que personne ne voit. Des tempêtes intérieures qui surgissent sans prévenir. Une tristesse soudaine, une colère qui monte, une peur qui serre la poitrine. Et souvent, face à ces émotions, notre premier réflexe est de les contrôler, de les calmer, de les faire taire. Comme si elles étaient un problème à résoudre, un bug à corriger. Mais une émotion n'est pas une erreur. C'est un langage. Elle parle, sans mots. Elle dit « regarde-moi ». Et plus on la fuit, plus elle insiste. Plus on l'étouffe, plus elle se manifeste ailleurs, dans le corps, dans nos relations, dans nos pensées. On nous a rarement appris à ressentir. On nous a appris à expliquer, à justifier, à gérer. Mais ressentir, vraiment, c'est tout autre chose. Ce n'est pas mental. C'est viscéral. C'est oser rester avec ce qui est là, sans vouloir le transformer. Imagine un instant que tu es traversé par une vague de tristesse. Tu pourrais t'occuper, sortir, scroller, travailler. Tu pourrais aussi chercher une cause, remonter le fil logique. Pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Et parfois, oui, comprendre peut t'aider. Mais souvent, ce dont l'émotion a besoin, ce n'est pas d'être analysé. C'est d'être accueilli. Comme un enfant qui pleure. Tu ne lui demandes pas d'expliquer son chagrin avant de le prendre dans tes bras. Tu es là, présent, silencieux. Tu l'enveloppes de ta chaleur. Et, peu à peu, il se calme. Non pas parce que tu as trouvé les bons mots, mais parce qu'il a été vu. Rejoint. Aimé. Et si tu pouvais faire cela avec toi-même? Offrir à ton monde intérieur cette même qualité de présence. Non pas pour faire passer l'émotion, mais pour l'honorer. Pour lui dire, tu as ta place ici. Je ne vais pas t'éloigner. Je suis là. Ce geste change tout, parce qu'il transforme la relation que tu as avec toi-même. Tu n'es plus en guerre contre tes ressentis. Tu n'es plus dans la fuite ni dans la maîtrise. Tu deviens un espace d'accueil, un refuge. Et paradoxalement, c'est cette ouverture qui permet à l'émotion de se transformer. Pas par force, mais naturellement, comme une vague qui vient, puis repart, une fois qu'elle a été pleinement vécue. Mais attention, accueillir ne veut pas dire se laisser submerger. Il ne s'agit pas de s'identifier à l'émotion, de s'y noyer ou de la confondre avec qui tu es. Tu ressens de la peur, mais tu n'es pas cette peur. Tu vis une colère, mais elle ne te définit pas. Tu observes, tu ressens, et tu restes ancré. C'est là que naît la vraie puissance intérieure. Celle qui ne vient pas de la maîtrise, mais de la présence. Celle qui peut regarder en face le chaos intérieur sans vaciller. Qui peut rester stable au milieu des remous, non pas en les niant, mais en les embrassant. Cela demande de la patience, de l'humilité. Parfois, accueillir une émotion, c'est rester en silence pendant de longues minutes, sans chercher à comprendre. C'est respirer profondément, poser une main sur son cœur, et dire « Oui, je te vois ». C'est tout, et c'est énorme. Cette posture crée une intimité nouvelle avec toi-même, une confiance, une solidité, parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu es là pour toi. Tu ne t'abandonnes plus. Et quand tu développes cette présence intérieure, tu la portes dans tes relations. Tu deviens capable d'accueillir l'autre, lui aussi, dans ses vagues. Tu ne cherches plus à corriger, à conseiller, à sauver. Tu es là, avec ton cœur. Et souvent, cela suffit. Car le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas une solution. C'est un espace. Un espace dans lequel il peut être pleinement lui-même, sans avoir besoin de se justifier, de cacher, de performer. Et ce cadeau, tu peux te l'offrir à toi aussi. Chaque jour. Dans chaque vague. Dans chaque souffle. Dans un monde qui capte ton attention à chaque instant, la vraie question n'est peut-être pas « à quoi je pense ?», mais plutôt « à quoi je choisis de donner mon attention ?» Car là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, se construit ta réalité. Ton attention est précieuse. Elle est limitée. Et pourtant, on l'éparpille. Notifications, conversations, pensées en boucle, informations constantes, sollicitations de toutes parts. C'est comme si chaque jour, tu distribuais des morceaux de toi, sans même t'en rendre compte. Et peu à peu, tu te sens vidé, dispersé, fatigué, sans trop savoir pourquoi.
Mais imagine un instant que ton attention soit une lumière. Une lumière que tu peux orienter. Et que chaque fois que tu choisis en conscience où la poser, tu nourris cette zone de ta vie. Tu l'illumines. Tu l'approfondis. Alors, qu'est-ce que tu éclaires aujourd'hui? Est-ce que tu laisses cette lumière aller là où on t'appelle sans cesse? Ou choisis-tu délibérément de la tourner vers ce qui te nourrit vraiment? Ce n'est pas une simple question de concentration. C'est une question de souveraineté. Car celui qui maîtrise son attention commence à reprendre son pouvoir. Il ne se laisse plus emporter par le bruit ambiant. Il choisit. Et ce choix change tout. Tu vois, l'attention, ce n'est pas juste une capacité mentale. C'est un acte d'amour. Quand tu offres ton attention à quelqu'un, tu lui dis « tu comptes ». Quand tu te donnes de l'attention à toi-même, tu dis « je me reconnais ». Mais bien souvent, on oublie de se choisir. On laisse les autres, les écrans, les habitudes décider pour nous. Et on perd le lien avec ce qui est essentiel. Avec notre intériorité. Avec notre paix. Revenir à soi, c'est aussi ça. Reprendre la main sur son attention. La poser consciemment. L'offrir à ce qui élève. À ce qui apaise. À ce qui inspire. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est un recentrage. Tu peux commencer simplement. En observant. Quand tu te sens vidé ou agité, demande-toi « Où était mon attention ces dernières heures ?» Tu verras souvent que ton énergie a été tirée dans des directions qui ne te nourrissent pas. Et là, tu peux décider. Non pas de tout couper, mais de choisir avec plus de conscience. Peut-être as-tu besoin de silence, de nature, d'un regard, d'un livre. Peut-être ton attention réclame moins de quantité et plus de qualité. Et puis, il y a aussi cette attention particulière, plus subtile, l'attention que tu portes à tes pensées, à ton monde intérieur. As-tu remarqué comme certaines pensées tournent en boucle, comme elles captent ton énergie sans jamais vraiment avancer? Ce ne sont pas ces pensées qui te fatiguent. C'est le fait d'y adhérer, sans recul, de les suivre, de les nourrir, de leur donner du crédit sans discernement. Et si tu pouvais les regarder autrement, comme des nuages qui passent, des formes qui ne t'appartiennent pas forcément, tu peux les observer, sans Y attaché. Ce détachement, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une posture intérieure, celle de l'observateur, celle qui dit « Je vois cette pensée, mais je ne suis pas obligé de la croire. Je peux choisir de tourner mon attention ailleurs. » Et ce ailleurs, c'est toi, ton corps, ton souffle, tes élans profonds, ce que tu veux vraiment nourrir. Parce que ce que tu nourris grandit. Alors choisis bien, pas avec rigidité, pas avec pression, mais avec douceur. Chaque instant est une invitation à réorienter ton attention, à la reprendre, à l'offrir à nouveau à ce qui compte. Et ce faisant, tu redeviens créateur de ta vie. Tu ne subis plus le monde. Tu danses avec lui. Tu choisis ton rythme, ton tempo, tes priorités. Et cela, c'est un acte de liberté immense. Une libération silencieuse. Une révolution douce. Il y a un moment dans la vie où l'on se fatigue. Pas juste physiquement, mais intérieurement. Fatigué de se débattre, de s'expliquer, de se tordre dans des formes qui ne nous correspondent plus. Fatigué d'essayer de plaire, d'être comme il faut, de jouer un rôle. Et dans cette fatigue, il y a souvent un tournant. Ce n'est pas une révolte. Ce n'est pas un cri. C'est un glissement. Une envie douce, mais ferme, de revenir à soi. À ce qui est vrai. À ce qui vibre juste. C'est là que commence l'alignement. S'aligner, ce n'est pas devenir parfait. C'est devenir vrai. C'est reconnaître ce qui ne résonne plus. Ce qui épuise. Ce qui tire vers le bas. Et doucement, choisir autre chose. Pas pour faire plaisir. Pas pour être aimé. Mais pour se respecter. Tu peux sentir cet alignement naître quand tu dis non alors qu'avant tu aurais dit oui. Quand tu restes en silence là où tu aurais argumenté. Quand tu t'éloignes sans te justifier. Pas par rejet, mais par fidélité à ta paix intérieure. C'est un recentrage. Un retour au noyau. À l'essentiel. Et parfois, ça dérange. Parce que ton alignement fait bouger les lignes autour de toi. Il questionne. Il oblige les autres à se repositionner. Et ça peut faire peur. Ça peut créer des doutes. Tu peux te demander,
Suis-je trop dur? Trop distant? Trop exigeant? Mais non, tu es juste en train d'habiter ton espace, ton énergie, ton authenticité. Et c'est précieux, parce que quand tu t'alignes, tu dégages une clarté, une simplicité. Tu ne cherches plus, tu n'attends plus, tu es. Et cette posture transforme tes relations. Elle attire ce qui te correspond. Elle éloigne ce qui ne résonne plus. Sans conflit, sans effort, juste par cohérence. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, mais tout devient plus clair. Tu n'avances plus à contre-courant. Tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Tu n'expliques plus ce qui est ressenti. Et dans cet alignement, il y a une grande douceur. Tu cesses de te forcer. Tu cesses de te trahir. Tu reviens à une vérité simple. Tu as le droit d'exister tel que tu es, avec tes élans, tes silences, tes limites, tes besoins. Et ce droit, tu n'as pas à le négocier. Tu n'as pas à le justifier. Il t'appartient. Tu peux alors faire des choix nouveaux. Non plus dictés par la peur ou le besoin d'approbation, mais guidés par une boussole plus subtile, ta vibration intérieure. Ce ressenti profond, parfois discret, mais toujours là. Celui qui dit « oui, ça c'est juste » ou « non, ce n'est pas pour moi ». Et suivre cela, c'est un acte de confiance. Confiance en toi. Confiance en la vie. Ce n'est pas un chemin linéaire. Tu feras des détours, des ajustements. Tu tomberas peut-être dans d'anciens schémas, mais tu reviendras plus vite. Parce que tu as senti ce que c'est d'être aligné. Et tu ne pourras plus l'oublier. Alors tu continues, pas à pas. Tu affines, tu allèges, tu simplifies, tu fais de la place. Pour ce qui compte, pour ce qui nourrit, pour ce qui élève. Et tu comprends que ton plus grand pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de choisir où tu mets ton énergie, ton attention, ton amour. Et surtout, ton engagement. S'engager envers soi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la base de toute relation saine. Quand tu es fidèle à toi-même, tu n'as plus besoin de demander à l'autre de combler ce que tu abandonnes en toi. Tu peux aimer librement. Tu peux recevoir pleinement. Tu peux marcher côte à côte, sans t'oublier. C'est ça, l'alignement. Une nouvelle posture. Un nouveau souffle. Un ancrage qui te permet de traverser la vie avec plus de stabilité, de lucidité et de joie. Et même dans le chaos, même quand tout semble flou à l'extérieur, tu as ce point de repère. Ce centre. Ce lieu en toi où tout est calme. Où tout est clair. Où tout commence. C'est là que tu es chez toi.